à droite. Bien. Bien. Alors, depuis de très nombreuses années, le troupeau de Mérinos d'Arles, c'est un troupeau expérimental, c'est un troupeau qui appartient à l'État, donc estivé dans le Mercantour, plus exactement donc au col des Champs, dont il est propriétaire, et dans l'alpage de Sanguinière. Ça, c'est bien avant donc l'arrivée, l'instauration du parc. À cette époque, l'agronomie ne connaît, ça va être très important, l'agronomie ne connaît que la culture vivrière ou enfin, les cultures vivrières ou les cultures de l'herbe. C'est-à-dire, il n'y a qu'une herbe qui existe, c'est le régras. Hein, le reste, ça fait partie des botanistes et ça ne concerne pas du tout l'agronomie. Bon, donc on retrouve, alors donc, autrement dit, les terrains de parcours n'intéressent pas du tout l'agronomie. On retrouve là le Saltus et la guerre romain. Hein. Bien, alors, alors en 1900, à peu près, Flao met le début de ce qui sera l'association végétale dans la préface de la Fleur de Coste. Ensuite, donc, Braun-Blanquet définit l'association végétale. Ce sont des espèces qui poussent, enfin qui aiment se retrouver dans le même élément. Bon, les naturalistes, sous l'impulsion donc d'Amberger, vont étudier donc les zones non productives dont je viens de parler, qui n'intéressaient donc pas l'agronomie. Et en 1971, Dager et Poissonnet créent donc la notion de valeur pastorale. Qu'est-ce que la valeur pastorale? On donne à chaque espèce un indice bromatologique et on fait, pour en arriver là, un indice bromatologique de 0 à 5. 5, ça plaît beaucoup aux herbivores, 0, ça ne leur plaît pas du tout. Bien, et cet indice bromatologique, on s'en sert donc pour qualifier donc, les espèces que l'on va prendre dans un relevé par des relevés linéaires. Hein. Et le tout, ça donne la valeur pastorale. Alors la valeur pastorale est une note comprise, donc à partir de là, puisqu'on a 5, bon, est une note comprise entre 0 et 100. Et Dager et Poissonnet avaient constaté que une prairie parfaite, alors 100, ça serait une prairie qui ne comporterait que du régras, que du dactyle. Bon, donc une prairie qui ne serait composée que de dactyle serait, et sans trou, hein, donc une prairie parfaite serait donc de valeur pastorale 100, et ce qui représente donc pour une note de 100, 6000 unités fourragères, soit donc 2 UGB, ce qui représente 60 unités par point de valeur fourragère. Alors, voilà. Voilà, on arrive maintenant sur le terrain. Le parc national est créé en 1979. À cette époque, la faune, chamois, tétras, est pratiquement inexistante. Donc, durant l'été 1981, Dubost, donc là c'est l'INERM, c'est ma greffe, Dubost et Jouglet et moi, nous allons commencer à faire donc par cette méthode des relevés linéaires, la cartographie de cet alpage de Sanguinière. C'était la première fois que ces méthodes-là étaient utilisées sur un terrain autre que les terrains expérimentaux et en montagne. Et moi, je vais, durant cette même période, faire du comportement 24 heures, enfin presque 24 heures sur 24, parce qu'il faut quand même dormir un peu de temps en temps. C'est-à-dire, que font les bêtes? Car j'ai la chance d'avoir affaire à un troupeau qui n'est absolument pas gardé. C'est-à-dire, elles font ce qu'elles veulent de toute la journée et de toute leur nuit. Mon constat est alors purement catastrophique. Je peux démontrer par là
qu'est-ce qui se passe dans une grande partie des Alpes du Sud, c'est-à-dire une surpécoration immense depuis le 18e, à peu près, quelque chose comme ça, depuis le 18e siècle. Et donc, ce qui se traduit par des zones hautes qui sont totalement râpées. Il n'y a pratiquement pas d'herbe ou très peu d'herbe sur les zones d'altitude. Les zones basses sont totalement inconnues. C'est-à-dire que dans mon premier jour, avec les bêtes, nous avons traversé les zones denses, qui sont des Nardais, en fait, donc de l'Alliance du Nordion-Strictae. Nous allons traverser ces zones-là en l'espace de quelques minutes. Elles ne baissent pas le museau. Elles ne baissent pas le museau pour aussi une autre raison, qu'un monsieur va pouvoir nous dire, là où il est, Alain. Bon, elles ne baissent pas le museau parce qu'elles sont arrivées très tard et un criquet est très bien avancé dans sa progression et dès qu'elles baissent le museau, en fait, il y a des criquets par millions qui leur sautent tout autour du museau. Donc, d'une part, ça ne leur plaît pas. Comment? Milliards. Bon. Il y a donc, d'une part, mais ce n'est pas ça le problème. Hein. Enfin, le criquet, c'est en plus le criquet. Bon, ces zones-là ne les intéressent pas du tout, parce que je verrai par la suite pourquoi cette herbe-là ne peut pas leur convenir. Ce qu'elles cherchent, c'est la bonne herbe, c'est-à-dire là-haut, là-haut, là-haut. Donc les zones basses les zones basses productives sont totalement délaissées, ce qui veut dire qu'on fait des kilomètres invraisemblables toute la journée. On ne fait que marcher d'une crête à une autre, d'une crête à une autre, d'une crête à une autre. On se promène. C'est comme ça que j'ai connu le terrain. La dépense énergétique, les dépenses énergétiques sont énormes, car le troupeau livré à lui-même se promène toute la journée. Et ce que les gardes connaissaient bien sûr, puisque c'est la création du parc, absence totale de chamois, et ainsi que plus bas, donc, dans la du tétralyre. Donc, au final, à la fin de la journée, on peut dire que, enfin, d'une journée, on peut dire que la quantité de matière prélevée est insignifiante, puisqu'elles ont passé leur temps à courir. Alors, mon verdict en 82 est catastrophique. Sanguinière pourrait produire une phytomasse suffisante pour satisfaire les besoins de 1500 bêtes pendant plus de 75 jours. Avec un tel troupeau, les parcelles défoncées que nous avons signalées deviendraient des carrières à ciel ouvert. Je n'ai pas ménagé mes termes à ce moment-là, ce qui fait que le jeune parc, en la personne bien sûr de Jacques Claudin, responsable scientifique, a pensé qu'il fallait faire quelque chose. Le troupeau étant un troupeau d'État, c'était quand même pas très très bien que le troupeau d'État en arrive à ces conclusions-là. Hein. Donc on m'a demandé d'étudier la question, et là donc je rentre dans le vif du sujet. Alors donc le parc national et les autres vont me charger d'étudier. Quelles sont les raisons? Alors le génotype. La mérinos d'Arles est une bête au départ d'espace rat. Elle vient d'Espagne, puis ensuite de l'Accro, donc c'est une bête d'espace rat. Elle n'aime pas tellement les zones donc denses. Bien sûr, l'absence totale de gardiennage, ça c'est le point numéro 1, bien entendu, et la mauvaise appétence de la brebis à l'égard du nard. En effet, par la suite, on fera des études au microscope, et le nard imaginé, vu au microscope, c'est du barbelé. C'est des réseaux de fils de fer barbelés. Donc, à cette époque-là, à ce moment-là. Hein. Bon, donc alors, les objectifs. Ce que je propose, il faut soulager les crêtes, utiliser les zones basses, prendre en compte les problèmes de l'avifaune et les problèmes du chamois, mais maintenir des performances zootechniques acceptables. Alors, comment
comment le nard est le résultat, alors le nard étant le résultat du surpâturage, comment pouvons-nous le faire régresser? En progressant donc d'une crête à l'autre, je constate que les brebis le mangent quand il est en haut par rapport à l'alpage, c'est-à-dire quand il est jeune. Quand elles ont séjourné plus d'une journée sur les crêtes, ben elles ont faim parce qu'elles ont tout râpé. Et quand elles ont tout râpé et qu'on les fait redescendre, que je les fais redescendre, et bien qu'est-ce qu'elles font? Et bien elles mangent du nard. Bon. Donc, grâce à ces observations, il apparaît que le refus des zones basses n'est pas forcément lié aux espèces, mais probablement à leur stade phénologique. Alors, deux mots là aussi. La dynamique de la production végétale, on va le voir ça après par un graphique. Donc, grâce aux travaux de Gillet, puis Nicke et Arnaud, on peut démarrer, donc on peut savoir quand démarre une végétation. L'INERM, encore, donc ça c'est les travaux de Jouglet, Bernard Brunet et Dubost, montrent que pour la montagne, nous avons un seuil de démarrage qui est fantastique, ben, c'est la neige, plus exactement la fin de la neige. Quand on n'a plus de neige en haute montagne, la température du sol est positive, la température, enfin, la moyenne nictérale des moyennes de température devient aussi positive, donc on va partir de ça comme moyen de, je vais trop vite, comme moyen, et c'est ce qu'on va appeler donc la somme des degrés jour qui va me servir de base. C'est-à-dire que je ne parle plus en jour. Pourquoi? Parce qu'un 15 août, je vous donne des ordres d'idées, dans un de mes, en Italie, j'ai eu un moins 17, un 27 juillet. Donc, ce qui prouve que les dates ne veulent rien dire. Il ne faut surtout pas se fier aux dates, il faut se fier donc à cette somme de degrés jour. Alors, là, c'est la parenthèse donc, où je remercie M. Gilbert Bolena, le directeur du Merle, qui m'a donné tout pouvoir pour faire ce que je voulais avec les brebis, les couper en morceaux, faire des fistules, etc., etc. Bon, le parc, bien sûr, avec Jacques Lodin, et surtout, enfin également, l'équipe du Haut-Var, sans laquelle je n'aurais rien pu faire. Donc Jean-Louis Cossat, Pierre Tardieu, Daniel Demontou et Jean-Paul Mandine. Nous avons monté dans la neige mes stations météo, nous avons installé tous mes esclos pour faire de la biomasse. Voilà. Bon, donc pour cela, nous avons mené, alors pour en revenir aux bêtes, pour en revenir aux nards, la première expérience, c'était de savoir, en les nourrissant à la main, enfin à l'auge, si en mettant ça et ça et ça dans l'auge, qu'est-ce qu'elles allaient manger. Si le nard est pris très jeune, pour cela, je montais en altitude faire des prélèvements. Si je mettais du nard jeune et une fétuque vieille, elle mangeait le nard. Donc pas de problème, le nard est donc parfaitement consommable. Alors, on sait à partir de là comment gérer une nardée. Il suffit que les animaux arrivent très tôt sur cette nardée. Donc, avec l'appui de toute une armée de stagiaires, on a pu étudier donc, la phénologie des principales espèces et la quantité de phytomasse qui correspond donc, par rapport à cette date. Bon, voilà donc un graphique de production. Donc en bas, donc nous avons la somme des degrés jour. Pour vous donner un ordre d'idée, 700 degrés, c'est facile à se rappeler. 700 degrés, c'est la floraison de la fétuque rouge. Voilà, c'est quelque chose de facile à se rappeler. Et donc voilà la production d'une pelouse, enfin de 2 pelouses sous mélèze. Donc on voit qu'un écofaciès, alors écofaciès par rapport à l'association, si quelqu'un voulait me poser la question par la suite, l'écofaciès c'est la partie productive homogène de l'association. Car une association, ici, nous avons des gens jeunes, des gens un peu plus âgés, des gens d'un certain poids, etc. Mais c'est donc une association et l'écofaciès, c'est les gens qui ont
plus que qui ont tel âge, tel âge, tel âge. Vous voyez, voilà. Donc l'écofaciès, c'est une partie de l'association. Donc voilà un groupement, enfin voilà ce que ça donne en production. Donc un écofaciès, il démarre, il monte et il descend. Ensuite, donc ceci me permet de recalibrer les fameuses 60 UF qui étaient données au départ. Ça ne correspond pas du tout à la montagne et je propose la grille suivante: 66, 55, 44, 33, 22 et 11. 66 pour les zones très denses, prairies de fauche, et 11 pour les éboulis végétalisés. Et là, maintenant, on arrive à un autre problème très important, toujours en liaison avec cette somme des degrés jour. Le troupeau, lui, il ne peut pas toujours manger. Et forcément, il est là aujourd'hui, mais on va être, enfin, la parcelle qui est là-bas, elle va être au maximum le même jour, donc il ne pourra pas y arriver le même jour. Donc, j'instaure une nouvelle forme. Ça, c'est donc le KVP, et fait ce que je viens de montrer, et je mets en place le QVP, c'est-à-dire cette quantité d'énergie au moment de l'exploitation. Et voilà la valeur du point de VP pour différents points. Alors, la flèche, voilà. Autrement dit, si votre nardée, c'est ça, là, le vert, si votre nardée, vous la mangez, alors ici, ce n'est pas la peine puisqu'elles ne le mangeront pas. Si vous la mangez à 300, eh bien, ce n'est plus les 44 UFL que vous allez pouvoir trouver, mais c'est, si vous la mangez à 300, ça sera 20 simplement. Voilà. Donc ça permet de, par rapport à la progression du troupeau, de savoir que tel faciès, eh bien, il sera consommé à telle époque, donc il va produire tant. Tel autre faciès, il sera consommé à telle époque, donc il va produire tant, etc. Bon, tout ceci permet d'élaborer donc un plan de pâturage. Alors, les résultats. Donc je commence bien sûr par la nardée, je continue par le méléséen, les quartiers d'août et le retour après, voilà. Les résultats. Après seulement 3 années de mise en défend, on constate sur les crêtes très érodées de l'étage alpin une bien meilleure santé des espèces présentes. Dans les pelouses de l'étage subalpin, le gardiennage sévère du troupeau contient l'extension de la fruticée. La forte pression que subit la nardée l'a fait évoluer vers un enrichissement floristique. Il n'y avait pas un seul chamois. Les gardes moniteurs, 3 ans après, ont estimé la population à plus de 100 en quelques petites années seulement. Le tétras n'est plus rarissime. À cause de la venue précoce du troupeau, le criquet de Sibérie a vu chuter ses effectifs, mais une espèce vicariante, ça permet à une espèce vicariante de s'installer, n'est-ce pas? Voilà, ça permet donc à une espèce vicariante de s'installer. Donc, voilà, bon, il vous en parlera. Grâce à l'utilisation de parcs, le berger n'a plus à aller chercher les brebis sur les hautes crêtes. L'utilisation rationnelle de quartiers, alors que la surface globale dévolue au troupeau a très fortement diminué, a permis de doubler la charge. J'ai doublé la charge en diminuant la superficie de l'alpage de moitié à peu près. Bon, je suis celui qui a mis des dizaines de milliers d'hectares en défend dans le parc du Mercantour avec l'accord de tous les éleveurs en proposant éventuellement d'augmenter la charge, c'est-à-dire en gérant. Alors, l'examen des résultats confirme tout ça. L'alpage de sanguinière continue à être un terrain de recherche pour le PNM avec le programme Alpage Sentinelle. Alors, le résumé, grâce au plan de pâturage, les crêtes ont été protégées. De vastes zones ont été exclues de la pâture afin de permettre à la faune sauvage de bien s'implanter. Avec une augmentation de 16% de l'ensemble des contributions spécifiques des espèces végétales, la montagne de sanguinière s'est réengazonnée. La valeur pastorale de l'ensemble de la montagne a aussi évolué très positivement, progressant de 25%, et la charge animale a été doublée. La seule question, c'est qu'il a fallu un berger, c'est tout. Alors, en conclusion, c'était notre époque, voilà. Je rappelle que Home, c'est maison et que Oikos, c'est maison.
Alors faisons en sorte que l'écologie soit l'étude de notre maison, car j'ai rêvé d'un parc qui ferait 550 000 km². Merci. Oui, Philippe Scholler. Vous avez parlé de crêtes protégées. L'eutrophisation des systèmes de l'alpin thermique, en fait, quand il y a une charge trop importante d'azote et de phosphore, de mon point de vue, il y a un caractère presque irréversible. Est-ce que vous avez noté un changement aussi sur les crêtes, sur ces crêtes préservées suite à ces nouvelles pratiques? Par exemple, je pense à la tête de Sanguinière, qui est un plat de 1800 mètres. Ah, c'était parfait parce qu'on pouvait observer le paysage, on pouvait voir le prédateur qui n'existait pas à l'époque, on pouvait voir le prédateur monter, donc on y était très bien. C'était le bon air parfait. Mais à force de piétiner, en fait, elles y venaient pour chercher l'espèce absolue, Trifolium alpinum. Hein. Donc on cherche Trifolium alpinum et elles en étaient, j'ai des photos là-dessus, elles en étaient arrivées, je t'en parlerai, il y a quelque chose qui est très intéressant dans Trifolium, c'est qu'il est capable de s'adapter à une pression et de devenir minuscule tout en conservant son cycle. Bon, donc le trèfle était tellement recherché qu'au bout de quelques jours, ben, il n'y en avait plus, et le fait d'avoir enlevé les bêtes, eh bien, c'est pour ça que j'ai dit, donc les crêtes se sont réengazonnées. Toutes les crêtes ont été réengazonnées là où elles séjournaient. Hein, là où elles ne séjournaient pas, je n'y suis pas allé. Une autre question? Alors, nous avons un temps de discussion sur l'ensemble de la session. Comme j'ai un petit peu brusqué pour tenir le temps de parole, on ouvre le débat à tous, hein, donc de la géomorphologie jusqu'aux études pastorales, donc on rouvre le débat plus large et n'hésitez pas. Donc, Katia Dialima, conservateur botanique national méditerranéen, et j'ai une question pour Monsieur Carcaillet et Monsieur Laverne. C'est par rapport aux espèces patrimoniales et notamment à la différenciation génétique de certaines des populations qui se trouvent dans le Mercantour. Est-ce qu'il est envisagé d'identifier pour chacune de ces espèces des unités de conservation qui pourraient faire l'objet justement de populations qui bénéficieraient d'aires de protection, puisque vous en avez aujourd'hui les données pour le réaliser? Lequel des deux préfère répondre? Les deux se renvoient la balle. Un courageux? Allez. Oui, je parlerai que du pinsambro et de manière générale des arbres ou des buissons. Je vais avoir une réponse qui est assez... Ces espèces-là, elles n'ont pas été créées par l'homme et elles existent toujours dans les espaces. Et on s'aperçoit que quand on fait des analyses de structure d'âge, de population d'arbres notamment, ce qu'on a fait abondamment à très grande échelle dans le sud de la Vanoise, dans la vallée de la Maurienne, on a des populations qui se portent très très bien, liées à la déprise agricole. Voilà. Aujourd'hui, les changements globaux, qu'ils soient climatiques ou liés aux activités humaines, n'affectent pas sur quelques décennies la structure de ces populations en termes de dynamique. Je parle bien de dynamique. Et quand on voit qu'on a encore un héritage génétique d'arbres dans des massifs comme de part et d'autre que du Mont Bégaud, on voit qu'il y a une structuration très forte. Je me dis que l'homme n'a pas beaucoup joué sur ces espèces, ni il y a pu y avoir une altération, parce que la génétique nous montre qu'il y a bien quelque part au cours des derniers siècles ou tout dernier millénaire une affectation sur l'abondance de ces populations, quelque chose qu'a évoqué aussi en tout cas, sur Sébastien, mais sur un autre aspect.
on voit qu'on a eu un goulet d'étranglement, les populations ont diminué, mais elles n'ont pas disparu. Et je ne pense pas que la déprise agricole soit de nature à affecter la dynamique des arbres. Donc moi, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Créer des espaces protégés spécifiquement pour les arbres, ou pour, en tout cas les arbres qu'on en a ici, hein, chez nous, même si on parle d'extinction d'arbres importante en Europe, actuellement, je ne le vois pas sur quelques décennies. Peut-être qu'à un horizon 2100-2300, hein, parce qu'on est déjà sur des scénarios à regarder ce qui va se passer sur 2300. Je l'ai fait dans l'article, on a travaillé avec des collègues. Là, on a plus d'inquiétude sur un horizon 2200-2300. Mais là, sur quelques décennies, là, 20 ou 30 ans, ce qui m'inquiète plus, c'est l'expansion du sapin de Douglas. Mais ça ne concerne pas, je crois, ici. Le sapin de Douglas, c'est un vrai problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Damien Combrisson du Parc national des Écrins. Une question relative aux nunatak. Vous avez mis en évidence, ça retombe sur les mêmes. C'est surtout la végétation qui met en présence, qui révèle ces nunatak passés. Est-ce qu'à votre connaissance, je sais que la publication du Lotaret de 2018 a mis en évidence la présence de matériel malacologique associé. Est-ce qu'en dehors de ce cas-là, on a d'autres traces d'animaux sur ces nunatak à votre connaissance ? Alors un correctif, dans le cas du Lotaret, les mollusques sont uniquement au cours de l'Holocène, donc on ne les a pas juste à la transition tardiglaciaire Holocène, donc à 12 000 ans ils ne sont pas présents, ils sont beaucoup plus vers 9 000 ou 8 000 ans avant nos jours, donc on ne peut pas parler là de refuge, même si on peut penser, parce que c'est quand même des espèces qui sont assez inféodées à ce type de gisement. Le gisement, ce n'était pas une tourbière ou un lac, comme je disais, c'était un travertin, autrement dit une source d'eau qui précipite forte, avec une très grande richesse en carbonate, et qui précipite à l'émergence avec un changement de pression et d'augmentation des températures. Donc là, on a une faune qui est associée à ça, on peut penser, mais on n'a pas la preuve qu'elle était au glaciaire. Alors on est en train d'explorer, d'un point de vue avec des collègues du LECA, le contenu en ADN de la partie glaciaire du travertin, où on n'a pas de preuves fossiles en tant que telles de présence des arbres, mais on a de l'ADN. Le problème, c'est qu'on ne sait pas interpréter cet ADN actuellement. Il y a quelques espèces, on n'est que sur du végétal, on n'est pas sur l'animal, on n'a pas utilisé des marqueurs qui nous permettaient de sortir l'ADN animal. On pourrait le faire, c'est poser aussi des questions au niveau microbien, parce que c'est intéressant, l'aspect plus microbien, parce ça nous permet d'évoquer du fonctionnement de l'écosystème. Moi, je suis écologue, je ne suis pas généticien, et je m'intéresse beaucoup plus au fonctionnement d'un écosystème. Si on pouvait faire parler l'ADN microbien dans ces sédiments, mais c'est compliqué, parce qu'on a encore des questions sur la présence in situ de cet ADN, et savoir s'il n'a pas migré dans l'archive sédimentaire. Donc il y a de vrais soucis. Mais on a une piste d'exploration avec un collègue de Toulouse qui, avec des méthodes différentes, nous permettrait peut-être de sécuriser notre interprétation. Donc rendez-vous dans 5 ans, on va dire. Christopher se repose un peu, je vais répondre aussi. Alors du coup, je pense qu'il y a aussi, on peut faire une expérience de raisonnement. En ce qui concerne les androsaces, ce sont des espèces auto-incompatibles, comme la majorité des primevères notamment. Donc ça veut dire que si elles ont persisté très longtemps sur des nunatak, elles devaient avoir des pollinisateurs pour pouvoir se maintenir par le biais des graines. Et comme travaux de phylogéographie sur des organismes animaux, il y a plutôt de l'évidence de survie sur des refuges périglaciaires, plutôt des refuges périphériques à l'arc alpin. Et de manière plus indirecte, un peu avec le même genre d'argument que j'invoquais pour les androsaces, il y a des coléoptères d'altitude, genre Nebrius et Orinobrius, qui visiblement sont associés à plusieurs sommets alpins. On a des énormes divergences génétiques aussi entre ces différentes espèces, qui nous amènent certainement à des spéciations aussi de la période glaciaire. Et donc, dont certaines d'ailleurs de ces espèces sont associées au plancton coussin, sont décrites comme ça dans la faune de France. Donc je pense qu'on trouvera un jour que ces nunatak, on avait en fait une chaîne trophique en fait sur ces nunatak. J'espère. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion un peu générale suite à ces exposés. D'une certaine façon, on vit une époque formidable en sciences, puisqu'on a maintenant un très très grand nombre de modèles qui scénarisent le futur de la biodiversité.
Et on survalorise beaucoup ces études, de mon point de vue. Ces études sont très déficientes parce qu'elles ne prennent pas en compte les relations homme-nature. Et là, on a vu ce matin de magnifiques exemples de distribution d'espèces emblématiques qui sont complètement liées aux activités humaines. Et elles sont déficientes également parce qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte la géomorphologie, le modelé et la dynamique, les morphodynamiques. Donc je crois que ce qu'on a entendu ce matin doit nous inviter à porter un regard très très critique sur les exercices actuels et les publications actuelles qui scénarisent ces biodiversités pour l'horizon 2050-2100. Je rebondis, je profite d'avoir le droit sur le micro. J'ai au CS du parc, l'une des raisons pour lesquelles je siège au parc, c'est en termes d'expertise sur du traitement de données écologiques, notamment de traitements spatiaux, à travers les SIG, la télédétection, etc. Et j'ai vu le parc évoluer depuis l'emploi de la richissime base de données de présence. L'agent du parc a relevé en un lieu une espèce, et donc on avait des cartes avec des points, et s'ouvrir aux traitements spatiaux où justement on va vers des modèles proches de celui que Christopher a présenté, c'est-à-dire des modèles de niche qui distribuent sur une carte l'ensemble des endroits où un milieu correspond à la niche d'une espèce. Ce qui permet d'aller plus loin que un semis de points qui correspond à l'effort d'échantillonnage des agents, qui a une richesse de données extraordinaire, et qui est un modèle qui a un emploi nécessaire, qui est extrêmement enrichissant, tant pour le scientifique que pour le parc, et qu'il faut savoir lire avec la limite du modèle. Et justement, je voulais revenir sur la définition du modèle Maxent présenté en tant que modèle de distribution. Je pense qu'il faut, je le redis juste pour être sûr qu'on s'entende avec les agents du parc, du service scientifique et du service SI, ce sont des modèles qui parlent de la viabilité potentielle de l'espèce en un lieu. C'est des modèles de niche, ça nous dit que l'espèce pourrait y vivre. Et le besoin du parc est souvent de savoir si elle y est. On fait une étude d'impact parce qu'il faut rénover un sentier. On a déjà une plus-value gigantesque à se poser la question de savoir quelles espèces pourraient y vivre. Et puis il y a une grosse marge d'incertitude entre la possibilité en un lieu d'une espèce de s'y développer et la probabilité qu'on y trouve la population. Donc il y a un jeu de termes à employer dans les bonnes étiquettes de ces modèles qui servent beaucoup, qui m'ont vu faire changer le rapport des services techniques à ces données spatiales, mais il faut savoir employer les termes les plus prudents, toujours voir la fourchette basse dans l'interprétation. Je vais apporter un bémol sur ce que j'ai présenté, parce que les différentes simulations qui étaient présentées des Polonais et ce que j'ai présenté, c'est donc un modèle Maxent. Maxent, c'est un modèle de distribution d'espèces qui est corrélatif. Je veux dire par là que on regarde la distribution des espèces actuelles en lien avec un certain nombre de variables et on extrapole, en gros, je fais simple, la relation statistique qui existe entre... C'est très tiré par les cheveux, c'est facile, c'est relativement facile à produire, je ne le fais pas moi-même. Mais c'est relativement facile à produire. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de mettre en relation des processus, les espèces avec les processus et faire interagir les différentes espèces entre elles dans des réseaux d'interaction plus complexes, intervenant les prédateurs, les pollinisateurs, etc., le réseau microbien dans le sol, tout ce qui est le flux élémentaire nutritionnel, notamment des plantes, etc. Ça, on n'est pas sur des modèles, ce qu'on appelle de mécanismes, des modèles mécanistes, et c'est beaucoup plus compliqué, ils sont beaucoup plus précis en général, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, alors que les modèles Maxent, c'est quelque chose d'assez facile à produire, on a une simulation, mais c'est quand même une extrapolation de relations statistiques, et on peut avoir une absence, qui ne veut pas dire qu'il y a absence réelle, c'est une absence parce actuellement il n'y a pas de données qui nous permettent de décrire ça, donc on génère une absence, mais l'absence ne veut pas dire qu'il y a absence réelle, et voilà, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des faux positifs, malheureusement de mauvaises relations statistiques, et on génère une présence qui ne devrait pas exister. Donc c'est à prendre avec beaucoup de précautions, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Voilà, moi j'avais plusieurs remarques donc par rapport à la présentation de M. Lambertin, par rapport au pâturage. Je voulais savoir plusieurs choses.
Oui, d'une part, si vous échangiez avec l'INRA par exemple, ou avec les Suisses, ou avec l'Université de Turin sur ces problématiques de pâturage. J'ai été proposé par la région italienne pour. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure donc de moins 17 un 27 juillet. C'est, pour ceux qui connaissent bien la région du Mont Blanc, c'était sous les pyramides calcaires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moins 17 un 27 juillet, je ne vous dis pas les vaches dans quel état elles étaient. Donc ça c'était, je travaillais donc pour la région. Voilà, parce qu'il me semble qu'il y a eu aussi pas mal d'autres travaux là-dessus. Et je voulais savoir si vous aviez publié vos propres travaux, parce que c'est vrai que les échanges avec les Suisses, moi avec qui j'avais pu avoir des échanges, ou avec les Italiens. D'accord. Très bien, parce que ça me semblait très intéressant ce que vous avez présenté. Et je voulais savoir si justement ces travaux, après, vous les échangiez avec les... Très bien. Je voulais savoir si vous les échangiez après avec les sociétés d'économie alpestre ou avec les fédérations d'alpage sur votre secteur. Alors, oui, bien sûr. Je connais tous les... Oui, forcément. Donc, le préfacier de mon livre, c'est monsieur Pierre Comenville, directeur des écrins. Voilà, par exemple. Donc, je connais toutes les... la plupart des organismes, évidemment. Bon. D'autres questions? C'est-à-dire le problème. Ah oui, non mais alors. Ah ben oui. Il y a... Seulement, nous sommes aussi en République, et que si l'éleveur Tartampion ne veut pas agir, qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous donne un exemple dans le Mercantour. Un jour, une dame éleveuse qui avait un alpage loué, en arrivant sur cet alpage, voit que la cabane était occupée et qu'il y avait des bêtes. La personne, évidemment, tout le monde... les gens savent très bien de qui ceux du Mercantour savent très bien à qui je fais allusion. On lui a répondu: ah mais non, cette année, j'ai décidé, moi, de prendre cet alpage, alors t'as qu'à aller ailleurs. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir les gendarmes? Voilà, je pense qu'il y a des aides qui peuvent être offertes, il y a des conseils, et puis le fait justement de passer par des structures interprofessionnelles comme les sociétés d'économie alpestre ou autres, c'est des organismes de conseil qui généralement ont l'oreille des bergers, et c'est un petit peu différent des organismes de recherche. C'est pour ça que ma question était un peu en deux temps. C'est-à-dire que certes, le fait de pouvoir échanger avec des organismes de recherche suisses, français ou italiens, c'est une bonne chose. Convaincre les catégories socio-professionnelles de ces usages par rapport à vos propres travaux, c'est une autre tâche. Et après, voir effectivement la mise en œuvre proprement dite de ces actions, je dirais c'est l'aboutissement finalement de vos travaux, quoi. Tu veux répondre? Oui, alors il y a des organismes, je te laisserai les nommer. Il y a des organismes qui ont leur propre système. Bon, et je représente un peu, pas l'emmerdeur, mais si, c'est un peu le mot, parce que moi, il me faut une saison, enfin une année complète, avec une armada d'étudiants agro, pour étudier un alpage. Certains se contentent d'une journée après à la fin de l'estive, pour dire: ah ben c'est bien pâturé, non, là c'est pas tout à fait bien pâturé, là c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait faire. On ne joue pas dans la même cour. Seulement, moi je coûte cher à partir de là. Oui, je te laisse la suite.
Alors, on travaille avec le CERPAM, donc oui, évidemment, on met en place des mesures agro-environnementales, donc on le fait. Il faut savoir qu'elles sont quand même volontaires, donc dans beaucoup de cas, ça se passe très bien et on arrive à des résultats intéressants. On le fait en partenariat avec eux, mais il ne faut pas être naïf non plus. Il y a certains cas, il y a le libre arbitre de l'éleveur, du berger, où ils n'ont pas envie de travailler avec nous. Ça devient de plus en plus rare, mais ça peut encore exister. Mais évidemment, on met en place des MAE, mais il faut savoir qu'elles sont volontaires. Il n'y a aucune obligation. Donc on peut en arriver à des systèmes d'alpage abîmés, fortement abîmés, où on peut avoir des difficultés à faire changer les choses quand même. Il faut être honnête. Je vais me permettre de compléter. Laurent Cheillère, directeur adjoint du parc. Je vais un peu donner le bâton à me faire battre pour aller au-delà des mesures contractuelles et du bon vouloir des éleveurs et des bergers pour aller dans le sens de ce que M. Lambertin indique, à savoir un gardiennage du troupeau afin d'optimiser au mieux les ressources fourragères. Eh bien, il y a une possibilité dans les cœurs de parc, c'est la réglementation des parcs nationaux avec leur charte, qui prévoit que le parc national donne un avis sur les conventions pluriannuelles de pâturage qui permettent, dans ces conventions, on peut y mettre beaucoup de choses. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'ai découvert des conventions où il y avait 3 lignes. Alors même qu'on sait qu'un alpage peut être quand même cartographié, sur lequel on impose un certain nombre de journées, avec un certain nombre de moutons, afin de pouvoir faire un pâturage forcé sur des pelouses à nard, voire même des mises en défend ailleurs. Et donc tout ça, théoriquement, nous pourrions l'imposer. Après, comme l'a dit Nathalie, politiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, moi, je m'interroge beaucoup aujourd'hui sur le pouvoir que nous pouvons avoir collectivement, sans forcément parler de la contrainte, parce qu'on sait que c'est quand même dans les discussions et les échanges qu'on fait avancer le mieux les choses. Dans un contexte où aujourd'hui, on est dans un changement climatique avéré, avec des diminutions de ressources fourragères potentiellement à venir, je ne suis pas devin, mais on peut l'imaginer. Une pression d'autant plus grande aussi que ces diminutions de ressources fourragères dans les préalpes, voire même dans les plaines, vont peut-être amener les éleveurs à solliciter de rallonger les périodes de pâturage là où il y aura encore de l'herbe, à savoir en montagne. Et donc tout ça devrait nous amener collectivement à nous interroger sur le fait qu'il faudrait peut-être professionnaliser, pour ceux qui en ont besoin, un peu plus les éleveurs et les bergers, à l'appui de vos travaux, Monsieur Lambertin, voire d'autres. J'imagine que vous n'êtes pas le seul non plus à avoir travaillé là-dessus. Et on a une responsabilité collective, je pense, à faire en sorte que les éleveurs et les bergers soient de plus en plus à même à optimiser au mieux les pâturages. On va peut-être gagner 20 ans, 30 ans. Si le changement climatique continue comme ça, il faudra peut-être aller vers une décision encore plus drastique, qui est la diminution de la taille des troupeaux. Voilà, c'est une réflexion que j'ai. Hélas, il existe des zones où malheureusement, il existe donc, au sein du Mercantour des zones de non-droit. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans des anecdotes, mais je me suis retrouvé parfois dans des vallées où il était totalement impossible de travailler parce qu'il y a un poids historique, ancestral, qui fait que on pratique comme ça, et que ça soit le parc, l'État ou le pape, on n'en a rien à foutre. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je vous apprends rien là. Des anecdotes avec Pierre et compagnie, avec Pierre Commanville et autres, on en a épais comme ça. Des anecdotes comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, personnellement, moi, je n'ai pas de réponse, évidemment. Ce n'est pas moi qui peux donner une réponse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions en rappelant qu'on est sur toute la session de la matinée d'autres points d'éclaircissement demandés, d'autres réactions? Les estomacs sont vides? Non.
Jack, je suis agent de constat sur le secteur de l'Ubaye. Et ici, je mesure la distance qu'il y a entre le monde scientifique et le monde pratique de l'élevage, où je vois quotidiennement des bergers, voire des éleveurs qui ne connaissent même pas le trèfle alpin. Donc, je crois qu'il y a du travail.